Le projet de cette vidéo est de proposer à des personnes qui ne sont pas nécessairement experts de résolution des conflits, de proposer une méthode et une compréhension des conflits, méthode et compréhension qui ont été expérimentées depuis pas mal d'années et qui ont fait leurs preuves. Pour entrer dans cette démarche particulière, nous partirons d'un exemple concret de conflit vécu par pas mal de personnes, conflit lié dans une famille, donc d'un récit d'une tension entre enfants et parents. Ce conflit aura le mérite de nous aider à découvrir les logiques d'un conflit, à découvrir les méthodes de résolution et d'entrer dans la compréhension des conflits qui peuvent se rencontrer. Ces conflits rencontrés dans la famille seront un peu le support aussi de la découverte de types de conflits qui se trouvent dans l'entreprise. Mais ou en plus, il sera possible, avec un peu plus de complexité, d'utiliser cette démarche-là pour comprendre avec plus de finesse des conflits un peu plus complexes, tels que ceux qu'on retrouve dans la société, dans les espaces socio-économiques. Nous sommes dans une famille avec deux grands adolescents, 15 ans, 15 et 16 ans, qui utilisent leur téléphone portable très souvent dans la journée et qui sont en lien avec un réseau de copains avec lesquels ils s'envoient des messages, ils s'envoient des vidéos durant la journée. La question que se pose, c'est la maîtrise de cet outil intéressant qui permet d'être toujours en lien avec des copains. La question c'est, le soir, à quelle heure faut-il arrêter le lien avec le réseau social et comment gérer la nuit. Or, ces adolescents ne veulent pas laisser le portable et éteindre le portable autour de 21h, 22h pour permettre au corps de retrouver son énergie par le sommeil. Et tous les soirs, après 21h, après le repas, la question se pose de laisser les portables pour arrêter ce lien avec le lien social et pouvoir dormir. Ainsi, tous les soirs, la maman et le papa, mais particulièrement la maman, se trouvent en conflit structurel avec les deux enfants. Elle demande que la règle soit respectée parce qu'une règle avait été énoncée de laisser le portable à 21h en bas à la cuisine et aller se coucher. Et tous les soirs, la même rengaine. Mais non, laisse-moi faire un peu plus, j'ai du temps, ils m'ont écrit, je suis en train d'écrire, c'est trop long, c'est pas assez. Et la mère, regarde, demain matin, tu vas pas dormir, ça va être comme ce matin, tu vas te lever trop tard et il va falloir que tu risques de rater le bus, il va falloir que moi je te mène. Et la relation s'envenime de plus en plus, jusqu'au moment où la maman explose de colère. Non, j'en ai rien, je ne peux plus rien faire avec vous. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu bouges pas. Et le papa à côté, mais oui, on va y arriver, laisse un moment, je vais m'en occuper. Et la maman s'en va en colère. Elle va dormir, elle va se coucher, ayant perdu la face d'une certaine manière. Et le papa qui laisse faire, et jusqu'à 11h, 11h30, minuit, le dialogue reste en lien avec les copains. Les enfants n'arrivent pas à arrêter. Et le papa, à la fin, arrive à réussir à récupérer les portables, mais c'est plus le sommeil qui a été plus fort que l'autorité et le respect de la loi biologique qui a été à l'origine de l'arrêt. C'est un conflit qui permettra, par une analyse, de comprendre comment on peut résoudre cette forme de conflit. Dans le récit que je vous ai présenté d'une situation
que bien d'entre vous a pu connaître, hein, d'une tension entre un parent, hein, qui est un acteur de la situation et un enfant qui lui aussi est un acteur de la situation, et un conflit qui naît autour de l'utilisation d'un objet, cet objet-là qui va être l'objet du litige. Et donc, si on essaie de modéliser, de comprendre la situation, on voit qu'il y a un acteur. Prenons l'enfant. L'enfant qui est centré sur un intérêt immédiat, celui de rester en lien avec ses copains. Donc il est là, pris dans une loi de socialité, qui va lui donner une forme de reconnaissance, d'existence au sein du groupe. Mais en même temps, cette loi de socialité qui lui donne une reconnaissance, elle va devenir une forme de domination. Il va avoir des difficultés à pouvoir renoncer d'être en relation avec ses copains. Et donc ces copains qui lui donnent reconnaissance sont aussi ceux qui vont le mettre dans une forme d'assujettissement, de soumission, parce que s'il ne répond pas à un écrit, s'il ne répond pas à un message, il va recevoir un reproche. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu réponds, tu nous réponds pas. Hein. Tu es pas soumis à tes parents. Hein. Tu te laisses avoir par eux parce que. Et donc on voit que cette loi de socialité est à la fois une loi qui donne vie par de l'énergie de reconnaissance, de l'énergie de bien-être, mais en même temps, elle est une forme de contrainte. Donc elle est à la fois service d'énergie, mais en même temps contrainte, parce qu'il y a une forme d'assujettissement. Le parent, lui, il va se positionner dans une relation de protection, dans cette situation-là, parce qu'il voit bien que cet acteur-là qui utilise le portable pour être en relation avec ses copains, et cet acteur, il va être aussi pris par le portable qui l'empêche d'aller dormir. Donc le parent en protection, qui voit son enfant incapable de pouvoir se séparer du portable, dire non à son réseau social, il va perdre son énergie, donc il ne va pas utiliser la loi biologique, et donc le parent, connaissant bien l'importance de cette loi biologique, qui devrait lui servir à lui pour retrouver l'énergie, le fait qu'il ne dorme pas, cette loi va être contrainte pour lui. En effet, s'il ne la respecte pas, il ne dormira pas, donc il va se mettre en colère. Et donc lui, parent, essaie de lui faire découvrir que cette loi qu'il prend dans l'instant comme contrainte, deviendra encore plus contrainte pour lui dans un autre temps, dans le futur. Et donc il n'arrive pas, cet enfant, à voir en quoi cette loi biologique peut être service. Le problème, c'est que les parents, au lieu d'essayer de faire découvrir l'opposition de ces deux lois biologiques dans à la fois service et contrainte, se mettent eux en situation de contrainte. Ils prennent la place de la loi biologique et ils vont imposer, ils vont donner un ordre. En fait, eux aussi, ils vont passer dans la recherche d'un seul intérêt immédiat, c'est que leur enfant respecte la loi biologique. Et on va se retrouver dans cet instant-là, dans ce qu'on appelle un conflit de maximum d'intérêt. Chacun est centré sur son seul intérêt et ne pouvant pas accéder à la compréhension des fonctions des lois, qu'elles soient biologiques, à la fois fonction de contrainte et de service, et la loi de socialité qui est à la fois service et contrainte, les deux ne pourront pas trouver de solution à la gestion de ce conflit, parce qu'ils ne pourront pas identifier la règle qui permettra d'associer les deux lois et ces deux lois antagonistes. Quelques mots par rapport à la modélisation de Robert. Évidemment, les acteurs apparaissent l'enfant, les copains, les parents, mais aussi les objets qui se retrouvent dans les échanges, comme le jeu, le téléphone, et enfin apparaissent les lois, la loi de repos et la loi de sociabilité.
grâce au portable qu'il utilise, il peut être en lien avec ses copains qui représentent pour lui la loi de sa socialité. Cette loi de socialité, à la fois, lui donne une reconnaissance, le fait exister au sein du groupe, et en même temps, comme nous l'avons vu, elle peut être assujettissement dans le sens qu'il aura des difficultés à se séparer de la règle du groupe qui lui demande de répondre au message qu'on lui envoie. Si on poursuit le schéma, on va s'apercevoir que le deuxième acteur qui apparaît, c'est le parent. Le parent en situation de protection au début. Et il est en protection pour aider son enfant à prendre en compte la deuxième des lois, c'est la loi biologique. Cette loi biologique, pour le parent, elle est perçue comme un moyen de donner de l'énergie, donc de rendre service à son enfant, mais l'enfant, lui, va recevoir, à l'instant où il est en relation avec ses copains par la loi de socialité, va le recevoir comme contrainte. Le parent, lui, il sait que si l'enfant n'utilise pas la loi biologique comme service au moment où il doit aller dormir, le parent sait que cette loi deviendra contrainte pour lui dans le futur parce qu'il n'aura pas assez d'énergie pour en effet être en relation avec ses collègues, par exemple, et il se mettra en colère. Et donc dans cette idée-là, on s'aperçoit que pour que les parents et l'enfant puissent résoudre leur conflit, ils ont la nécessité d'aller regarder en quoi ces deux lois biologiques qui fonctionnent en antagonisme puissent être régulées en fonction de l'instant à 21h, cette loi antagoniste sera différente à 21h et que elle sera différente à 8h le matin ou à 9h le matin, quand l'énergie biologique, l'énergie de la loi biologique sera récupérée. Ainsi, l'enfant pourra prendre les règles de la loi de socialité avec toute l'énergie nécessaire. Maintenant, reste à découvrir le moyen de résolution de ce conflit après l'avoir compris en termes de logique. On a bien vu qu'il y a une tension entre la loi biologique et la loi de socialité. Comment faire pour que l'adolescent puisse accéder à cette tension et prioriser les objectifs de la récupération relativement aux objectifs de la socialité? On voit bien que le parent qui rappelle les lois, qui explique, qui fait comprendre, n'arrive jamais au résultat, puisque l'enfant le sait lui-même. Et que la problématique de l'enfant, c'est d'être pris dans la logique des intérêts, que dans cet instant-là, l'intérêt de la socialité est plus important que l'intérêt de la récupération d'énergie. Et donc, ce qui est possible dans cette démarche-là pour résoudre le conflit dans l'immédiateté, mais aussi dans le long terme, c'est de faire découvrir à l'enfant dans l'instant ce qu'il est en train de faire pour lui-même relativement à la récupération d'énergie et à la socialité. De lui faire découvrir, sans le lui dire, que dans cet instant-là, par exemple, il est soumis, il est assujetti à ses copains qui l'obligent à répondre et qui lui font perdre son identité, alors que lui sait que s'il continue à répondre à ses copains, il va se coucher trop tard et que le lendemain, il ne pourra pas se lever. Donc il le sait, mais dans l'instant, il n'y arrive pas. Donc son potentiel d'action, sa capacité à prendre la décision de hiérarchiser la biologie plutôt que la socialité, de se hiérarchiser lui en premier plutôt que les autres, il ne l'a pas actuellement en capacité. Si je l'aide à voir en quoi il est acteur dans cette logique-là et comment il est prisonnier des autres, il peut, s'il a
accès, de par son histoire, de par son éducation, à cette capacité de découvrir que dans cet instant-là, la loi biologique est plus importante, alors il ira facilement se coucher et il acceptera de prendre lui la décision de se séparer de la socialité pour se penser lui-même. Mais à l'adolescence, parfois, il n'y arrive pas. Et donc, à un moment donné, le parent sera obligé de mettre en acte une autorité de contrainte, c'est-à-dire qu'il forcera, par la force, il fera l'obligation d'y aller. Il y aura un conflit à ce moment-là. Pour réguler ce conflit-là, dans l'instant, on voit que pour l'enfant, il va falloir l'aider à prendre la décision. Et s'il n'y arrive pas seul, je le fais par la force, un peu fermement. Mais si on ne veut pas que le conflit dégénère en situation de conflit, de maximum d'intérêt et de tension avec les parents, il faut que nécessairement, dans un autre temps, le temps du lendemain, où on va pouvoir faire découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans cet instant-là, comment le fait de ne pas accepter sa réalité corporelle a obligé le parent à prendre une autorité de contrainte, celle qu'il n'a pas, et donc de récupérer le lien de l'autorité de service d'un parent qui va aider l'enfant à respecter la logique de ses lois et la logique des contraintes de ses lois, de l'antinomie de ses lois. Un jour, des parents m'ont appelé parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à faire que leur enfant se sépare de la tablette sur laquelle il jouait tous les soirs jusqu'à des 2h, 3h du matin. Si bien que l'enfant étant très fatigué, n'allait plus à l'école. Donc il m'appelle pour me dire comment ils peuvent agir pour lui faire retrouver l'école. Dans un premier temps, je vais le voir. La première fois, je vais le voir et en fait, il était couché. Il ne voulait pas me voir. Il restait dans son lit. Je dis aux parents, c'est pas un gros problème. Mais en même temps, lui dit à ses parents que si moi je venais chez lui, c'est parce qu'il était un problème, qu'il posait un problème. Et donc je dis aux parents, à ce moment-là, bien, essayez de lui dire que il n'est pas un problème, c'est que je viens, lui, pour l'aider à pouvoir gérer sa tablette et les jeux sur lesquels il joue, et de lui montrer que moi, je peux l'aider à être plus efficace sur ces jeux, et donc d'utiliser le jeu, non pas comme une addiction, mais comme une possibilité d'être un sportif de haut niveau, puisqu'on sait que les jeux sur les tablettes sont aujourd'hui des jeux avec lesquels les personnes deviennent des sportifs de haut niveau. Donc, les parents lui présentent que dans 15 jours, je reviendrai sous la casquette du coach qui va l'aider à être plus fort dans ces jeux. Je reviens, et là, ce jour-là, pris par son non-désir de travailler, il ne se lève pas, il ne veut pas venir, et donc je dis aux parents, ben s'il ne veut pas venir à moi, eh ben moi je vais aller à lui. Je rentre dans sa chambre, et je me mets assis au pied de lui. Lui, il est dans sa chambre sous sa couette, complètement fermé, et je lui raconte alors comment ça va, comment tu as dormi. Je m'intéresse à lui un peu, comment il fait, et puis je lui dis, raconte-moi les jeux, quel type de jeu tu as. Tu sais que moi, je suis là pour t'aider à pouvoir jouer de façon plus importante et d'être un sportif de haut niveau. Donc il est ok, il me raconte son jeu, comment il a fait, il me raconte comment il a fait des palissades, comment il a été, il a construit son jeu avec ses partenaires, et il me dit j'ai gagné, je gagne assez souvent, donc il est bien placé. Je dis écoute, la fois prochaine, tu te lèves et on parlera à table de la manière dont tu peux jouer de façon plus efficace. Et je m'en vais là-dessus. La troisième fois, je vais le voir, et là, il s'est couché à 2-3 heures du matin, et quand j'arrive, il est encore endormi,
il n'arrive pas à se lever. Ses parents vont le voir et lui il dit non, je suis trop fatigué, je me suis couché trop tard, et donc on verra une autre fois. Sauf que moi je faisais 70 km pour venir le voir, donc 140 km, je dis non, je vais le voir. Donc comme tu viens pas à moi, je viens à toi et je vais dans sa chambre. Je m'assois sur une chaise, alors que la fois d'avant je m'étais assis par terre, m'assois sur une chaise et dit maintenant raconte-moi comment tu as gagné tes parties. Et lui, il commence là, il était tourné dans le corps, il me regardait pas, il me tournait le dos, il était face au mur. Et donc il me raconte là, raconte comment il a gagné, et je lui fais expliciter précisément son jeu. Et là, il se prend au jeu lui-même. Il me raconte comment il a construit des palissades, comment il était avec 3 copains, et puis les 3 copains sont morts, et lui, il a réussi à gagner tous les autres. Et il me dit, mais il faut que je m'améliore. Je suis bon dans la construction, mais je suis pas bon dans le tir. Alors je dis, waouh, tu sais, pour être fort dans le tir, il faut être rapide, il faut avoir l'esprit tout le temps disponible. Tu sais que les sprinteurs de haut niveau, ceux qui font du 100 mètres là en moins de 10 secondes, ils dorment entre 10-12 heures par jour parce que il faut beaucoup d'énergie. Donc si toi tu veux grandir dans la rapidité, il faut que ton esprit soit très très fort, parce qu'en effet, il faut être très concentré, c'est très fatigant. Et pour ça, tu sais comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il me dit non. Et il me dit, je lui dis, c'est là que tu pourrais en effet, parce que ton objectif, ce qui est le plus important pour toi, c'est d'être un bon joueur, donc ça veut dire que tu décides de dormir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir, tu lâches ta tablette à ce moment-là. Mais il me dit, mais là, maintenant, avec les problèmes des horaires, la boutique, elle s'ouvre qu'à 1h du matin. Alors je dis, ok, à ce moment, ce qu'on va faire, c'est 1 fois par semaine, tu vas sur ta boutique, donc accepte l'intérêt, et puis les autres jours, comme tu as des difficultés de pouvoir gérer ta tablette, à ce moment-là, tu les donnes à ton père à 9h, à 21h. Et là, est-ce que tu veux faire le contrat? Il me dit oui. Allez, hop, on fait le contrat, on tape sur sur le fait qu'à 9h, il donne à son père la tablette, et on fait un contrat tous les deux. Après, je lui dis, mais tu sais que pour que le cerveau soit efficace et qu'il soit rapide, il faut aussi qu'il ait de l'oxygène, et donc il faut prendre de l'énergie. Et donc je lui dis, pour ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors? Ouais, des fois on peut sortir le dimanche. Et là, il me dit, ok, je décide avec mon père je partirai avec mon père faire de la marche le dimanche après-midi et faire du vélo par semaine. Et on fait le contrat, on la top, ok. Et je lui dis, maintenant, comme on a fait le contrat tous les deux, j'appelle tes parents et on va faire le contrat avec eux. Et là, je lui dis devant ses parents, alors, donc toujours couché, mais là, il avait plus la tête contre le mur, il s'était tourné pour qu'il nous voyait. Donc, il se tourne. Et je lui dis, alors c'est quoi le contrat? Il dit les contrats. Et donc, moi je lui dis, ça, on la tope. Et on l'a topé. Et puis, le père, très intelligent à ce moment-là, lui dit, allez, on la tope. Donc, il la tope à ça. Et la mère, pareil, on la tope. Donc, il fait le contrat avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que moi, dans la démarche, je ne suis pas parti dans l'idée, dans l'instant de respecter la loi biologique. Je suis allé chercher ses intérêts et comment il pouvait voir en quoi lui-même il pouvait trouver de l'intérêt. Et donc, je l'ai ouvert à voir que la loi biologique lui permettait d'accéder aux intérêts qui étaient les plus importants. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, au moment du départ, il s'est levé, je ne l'avais jamais vu debout, et on s'est séparés sur cette démarche-là. La suite au prochain numéro.